cette journée, on vous propose de changer de perspective et tout ça pour mieux comprendre l'impact de la géopolitique sur le transport mondial. Et pour ça, je vous demande d'accueillir chaleureusement Lucas Minger, réalisateur et reporter de guerre. Merci beaucoup, Héloïse. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je vais essayer de ne pas être trop long, puis surtout de laisser de la place à vos questions, parce que c'est ça qui va être le plus intéressant. Pour vous dire très rapidement qui je suis, donc je suis réalisateur de documentaires. Le dernier que j'ai fait s'appelle Des trains dans la guerre, l'avant-dernier, Des trains dans la guerre, que j'ai fait en Ukraine. Donc c'est pas du tout un film sur le transport, même si c'est un film qui ne se passe que dans des transports. J'ai fait un film au Salvador récemment, et puis j'interviens régulièrement sur l'antenne de LCI comme expert des zones de conflit. Moi, pour vous très schématiquement, je couvre des conflits depuis à peu près 30 ans. J'ai commencé un peu après 20 ans et j'ai travaillé pour des gros médias publics type France 24, RFI, France Télévisions, Radio France. Et ensuite, j'ai fait une petite pause pour devenir patron. J'ai été patron de 2 chaînes d'information différentes, une chaîne d'information de télé, iTélé, qui n'existe plus, et ensuite France Info Radio, dont j'étais directeur adjoint pendant 6 ans. Et depuis 3 ans, j'ai pris, puisque j'avais jamais été indépendant, pris mon indépendance pour refaire du terrain qui me manquait et travailler essentiellement ces dernières années beaucoup sur l'Ukraine et retourner aussi dans des zones que je connais bien au Moyen-Orient où j'ai vécu très longtemps. J'ai été correspondant à Jérusalem et à Bagdad pendant des années, à Jérusalem longtemps, puis ensuite à Bagdad pendant une dizaine d'années à partir de l'invasion américaine de 2003. Voilà, donc je suis vraiment un spécialiste des conflits, je ne suis pas du tout un spécialiste du transport. Il se trouve que je travaille beaucoup aussi pour des raisons à la fois professionnelles et personnelles sur les questions maritimes. Donc je vais vous parler un peu de ça pour commencer. Juste commencer par une image, parce que, vous avez eu des rendez-vous toute la journée, je vais essayer de vous faire voyager un peu. À quelques centaines de mètres du tout nouveau port de Djibouti, il y a une enceinte grise, très laide, hérissée de miradors et de caméras. Ça fait très peur, on n'a pas le droit de faire de photos. Aucune fenêtre, aucun mouvement visible, mais sur les toits, une forêt littéralement d'antennes de toutes les tailles, d'antennes paraboliques, d'antennes verticales, d'antennes horizontales. Et ces antennes, elles sont à l'écoute de tous les bruits du monde. C'est la base chinoise de Djibouti, c'est la première base chinoise à l'étranger. La Chine n'avait jamais construit de base à l'étranger. Et c'est la seule pour le moment, et Pékin dit qu'ils n'en feront pas d'autres. Pendant que Pékin finançait la construction du nouveau terminal du port de Djibouti, ils ont aussi, dans leur accord, négocié d'installer cette base militaire. On ne sait même pas combien il y a de soldats dedans, quelques milliers a priori. Je vous raconte ça, c'est juste pour dire, les océans font désormais partie de ce champ de bataille géopolitique, et depuis Djibouti, la Chine écoute non seulement l'Afrique, mais une bonne partie du reste du monde. En 2025, vous le savez tous, les mers sont plus un espace neutre, elles sont redevenues des lignes de force, des lignes de fracture, parfois des lignes de feu aussi, avec des vraies guerres qui s'y déroulent. Alors plus des batailles navales comme au siècle précédent, mais on en reparlera si vous voulez, quand les Houthis déclenchent leur guerre contre la mer Rouge et le canal de Suez, contre des navires soit battant pavillon israélien, soit dont ils supposaient qu'ils étaient à destination ou en provenance d'Israël. Le trafic de drogue, et notamment de cocaïne, entre l'Amérique du Sud et l'Europe, qui est en train de devenir absolument dantesque. Quand je dis dantesque, c'est les mots du préfet maritime Lalfoste de Brest, qui dit que c'est devenu complètement incontrôlable. La guerre réelle, pour le coup, plus à l'ancienne en mer Noire, entre l'Ukraine et la Russie. L'apparition subite de forces spéciales de la marine ukrainienne, qui ont réussi à mettre en échec la marine russe, réputée l'une des meilleures du monde. Il n'y a plus un seul navire russe maintenant qui sort de la zone de Sébastopol parce que avec des drones et des Zodiacs, les forces spéciales ukrainiennes ont réussi à les éloigner. Voilà. Quand on regarde une carte, on voit les continents. Quand on regarde une carte à plat, on voit des continents. Quand on regarde le commerce mondial, on voit ces mers. C'est pas à vous que je vais apprendre que 95% de tout ce qu'on consomme, il y a même aujourd'hui des chiffres qui disent que c'est 99% circulent sur ces autoroutes invisibles. Ces veines de l'économie mondiale, et ces veines se contractent, se déplacent, se recomposent. Parfois, il y a des sortes d'accidents vasculaires des veines du commerce, et puis elles se redessinent. Il y a un homme très intéressant que j'ai rencontré plusieurs fois, qui en ce moment commande le Charles de Gaulle,
le groupe aéronaval du Charles de Gaulle en mer, qui est le capitaine Thomas Puga, qui juste avant dirigeait un endroit très intéressant, le bureau stratégique de la Marine nationale, et qui me disait, tu sais, en mer, on est frontalier de tout le monde. Quand un navire français croise un navire russe, on est des voisins. Mais ces voisins, et il ajoutait, il arrive que ces navires russes, quand ils croisent au large du Havre, à la limite de nos eaux territoriales, c'est exactement, donc quand ils sont au Havre, juste à la limite, 12 000 nautiques, il me dit, c'est la distance que vous avez s'il y a un char russe qui est positionné à Versailles avec le canon pointé vers l'étoile, par exemple. Et ça, c'est toutes les 2 semaines depuis l'invasion de l'Ukraine. Les océans sont devenus politiques, géopolitiques, qu'il s'agisse de liberté de navigation, de contrôle des flux, de protection des ressources. Chaque nation veut désormais défendre ce qu'on appelle, et on l'entend beaucoup dans notre bouche, parfois trop, des journalistes, mais beaucoup des politiques aussi, les intérêts nationaux vitaux et les intérêts maritimes vitaux. Quand les mers se tendent, tout le reste de la chaîne logistique se tremble. Un petit exemple récent, j'essaie de vous donner des exemples dans l'actualité. D'abord parce que c'est ma déformation professionnelle. La semaine dernière, quand il y a ce navire ce navire transportant une cargaison russe, mais qui est battant pavillon béninois, échangeant de pavillons toutes les 24 heures entre un pavillon d'un pays des Caraïbes et du Bénin. On soupçonne, les autorités de l'OTAN soupçonnent ce bateau d'être un pont de départ pour les drones qui ont bloqué les aéroports de Copenhague, Munich ces dernières semaines. Le bateau passe au large, vous avez peut-être vu cette histoire de l'île Dieu, en gros, et la France décide de l'arraisonner. C'était un pari risqué parce que ça peut être considéré comme un acte de guerre, puisque arraisonner un bateau dans les eaux internationales suppose qu'on ait soit la certitude qu'il sert à une organisation terroriste, soit, depuis la convention de Montego Bay qui règle en gros le droit de la mer, soit qu'il y a la preuve qu'il y a une suspicion de trafic de drogue. Là, il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est du pétrole, mais il y avait suspicion. Donc la France envoie des fusiliers marins sur ce bateau. Ce que je veux juste dire par cet exemple, le bateau a repris sa route. Il y a eu des mises en examen du capitaine et de son second. Le bateau a repris sa route, transportait du pétrole depuis la Russie jusqu'à l'Inde, mais on n'était pas loin d'un acte de guerre. Je vous parlais tout à l'heure, je vais essayer de... Pardon, je me vois que je vais déjà trop m'étendre, donc je vais essayer d'être plus rapide. Je vous parlais de la mer Rouge. Pourquoi je vous parlais de la mer Rouge ? Décembre 23, ça nous paraît déjà il y a longtemps, donc les Yéménites, le Yémen, pardon, c'est pas les Yéménites, c'est les Yémen, la milice Houthi soutenue par l'Iran. Déjà, le monde entier découvre qui sont les Houthis. Moi, il se trouve que c'est un pays que j'avais beaucoup couvert, la guerre au Yémen. Et là, ils visent ces cargos. En quelques jours, 86 attaques recensées. Je crois que c'est en 4 jours, 86 attaques. Ils sont très bons en tir de missiles, les Houthis. La plupart des grosses compagnies mondiales, connaissaient tous les noms, Maersk, CMA, MSC, décident de dérouter les navires. Et c'est en quelques jours une route maritime qui s'efface. Trafic du canal de Suez chute de moitié, tout simplement parce que les bateaux, la plupart des compagnies et des assureurs ne veulent plus assurer. 7 milliards de dollars de pertes pour l'Égypte en 4 mois. Ça a failli couler l'économie égyptienne, tout simplement. Et des millions de conteneurs qui font un détour de 10 jours pour repasser par l'ancienne route, celle du Cap de Bonne-Espérance. Et toutes ces choses-là, moi j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là, avec notamment, il y a un endroit que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle le MICA Center, qui est le Centre français de surveillance de la sûreté maritime. C'est là aussi un marin qui s'appelle Thomas Calabre qui le dirige et qui m'a dit, quand on parlait de cette attaque, il me dit c'est l'une des crises maritimes les plus importantes de l'histoire moderne. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes les marines ont su s'adapter très rapidement. Les marines militaires, d'abord qui ont répliqué de manière relativement efficace, mais surtout les marines marchandes. S'adapter, ça veut dire donc rallonger les routes, augmenter les consommations de carburant, réorganiser les chaînes de logistique, revoir tout l'équilibre des flux mondiaux. Là, cet exemple de ce petit conflit local, ce que je voulais juste raconter par ça, c'est qu'on tout d'un coup, on se met à parler des Houthis. L'immense majorité des gens, y compris des journalistes, découvrent qui sont les Houthis, une petite milice de guérilleros qui a réussi à prendre un pays aussi vaste que le Yémen. Et ben, ça redessine une carte du commerce mondial en quelques semaines. Mais le monde s'adapte. Et ça s'arrête évidemment pas aux océans. Quand les navires s'arrêtent, ce sont les camions, les trains, les avions qui sont impactés. Il y a un effet domino. Comme pour la guerre en Ukraine, qui a coupé en quelques jours, là, c'était les routes terrestres entre la Chine et l'Europe, puisqu'il y avait beaucoup de routes terrestres entre la Chine et l'Europe. Le grand projet ferroviaire eurasiatique, celui qu'on a appelé la nouvelle route, enfin, que Xi Jinping
appelle la nouvelle route de la soie, a été fragmentée immédiatement. Les convois qui traversaient la Russie sont remplacés par ce qu'on appelle des corridors de détournement, donc Kazakhstan, mer Caspienne, Azerbaïdjan, la Turquie. Là aussi, les coûts explosent, les délais s'allongent, les assurances flambent. Et des milliers de containers passent du rail, repartent à la mer, ou vice-versa quand c'est des crises maritimes. Même chose pour l'aérien. Quand l'espace russe est fermé, puisque les Occidentaux décident, par sécurité, de ne plus survoler la Russie, ça rallonge les vols entre l'Europe et l'Asie. Ce sont des millions de tonnes de fret aérien qui changent de route, de plan de vol, là aussi de budget. Tout ça, c'est en fait, je vous raconte tout ça, c'est notre quotidien, et c'est le quotidien, j'imagine, de tous vos clients. Ce sont des hubs saturés, des plateformes logistiques qui sont débordées tout d'un coup, des délais qui s'étirent. Et c'est plus seulement une question de guerre ou de paix, c'est une question finalement d'accès au monde. Je reprends cet exemple là, des drones, donc ce bateau dont on suppose qu'il a envoyé des drones. Les renseignements ont vite vu que ce bateau s'était beaucoup approché dans la Baltique. Bref, 4 drones suffisent sur 2 nuits différentes à bloquer un aéroport au Danemark, puis ensuite un aéroport. C'était la gradation, le Danemark, puis l'aéroport de Munich, qui est beaucoup plus important. 4 drones. Parce que 4 drones au-dessus d'un aéroport, la seule configuration où on avait évité ça, c'est au moment des Jeux Olympiques, puisque l'espace aérien était quasiment fermé au-dessus de Paris et qu'il y avait des chasseurs de drones. Donc bon, c'est très technique, et voilà, mais en fait, on voit qu'aujourd'hui, on pourrait mettre un aéroport, et donc pas seulement les passagers, mais aussi tout le fret à l'arrêt pendant des jours, des nuits, le temps de pouvoir, parce que c'est pas, en fait, faire tomber un drone, il ne faut pas oublier, hein, il y a des impacts sur les civils en dessous. Donc on ne tire pas sur un drone aussi facilement que ça. Quand un drone se positionne, par exemple, prenons l'exemple de Roissy ou d'Orly ou de l'aéroport ici, faire tomber un drone potentiellement armé, ça peut faire des dégâts au sol. Autre belligérant qui est devenu un belligérant, mais qui est un belligérant qui n'a pas de drapeau, qui est le climat, qui lui aussi redessine la carte avec peut-être plus de puissance que toutes les guerres. Le canal de Panama, récemment, qui fonctionne, vous savez, c'est des écluses qui fonctionnent à l'eau douce, hein, donc de la mer des Caraïbes au Pacifique. Il faut remplir des écluses d'eau douce. Sauf que ces écluses d'eau douce, à cause d'El Niño et du réchauffement d'El Niño, l'eau douce a énormément diminué dans ces bassins. Et les autorités panaméennes ont tout de suite dû réduire de moitié le nombre de bateaux qui passaient par le canal de Panama. Donc ça veut dire des dizaines d'armateurs qui ont fait demi-tour, qui patientent, ou comme pour le cap de Bonne-Espérance de l'autre côté, on repasse par le cap Horn. La fonte des glaces dans l'Arctique, ça semblait quelque chose de complètement inaccessible et un peu chimérique, un peu littéraire presque. C'est une réalité. La route du Nord-Est est aujourd'hui pratiquée 9 mois par an par les Russes. Alors les Russes ont une particularité, c'est que c'est la seule nation au monde à avoir des brise-glaces nucléaires, enfin à propulsion nucléaire. Donc ils ouvrent des routes extrêmement rapidement. Les Américains en ont un, mais qui est beaucoup moins efficace. Passage du Nord-Ouest de l'autre côté canadien, qui s'ouvre lentement. Toutes ces routes du Nord permettent de réduire à peu près de 30% les temps de navigation, mais avec des défis colossaux. Environnement, évidemment. Imaginons une marée noire quelque part au large du pôle Nord. Comment est-ce qu'on intervient? Qui intervient dans ces espaces de non-souveraineté, justement? Et ça pose là aussi des questions de souveraineté. On n'y est pas encore. Les marins français disent ces routes, ces passages du Nord-Ouest, on pensait que c'était pour dans 15-20 ans, c'est maintenant. Et si on ne s'en occupe pas dès aujourd'hui, et si on ne trace pas des routes commerciales européennes, mettons, les Russes vont imposer un fait accompli. C'est ce qu'ils essayent de dire aujourd'hui en disant ce sont nos routes. Et seuls nos bateaux pourront y passer. Pour l'instant, c'est le cas, puisque seuls eux ont la capacité, 9 mois par an, de les ouvrir. Pendant que qu'on rêve à ces ports, à ces routes polaires, il y a d'autres ports dans le monde qui, eux, disparaissent parce qu'il y a la montée des flots, des eaux. Et donc, tout ça, juste pour dire rapidement, mais vous le savez, mais il faut l'intégrer dans la réflexion géopolitique, que le climat, c'est devenu un acteur de la géopolitique. En fait, ces routes, elles sont plus fixes. Elles bougent, elles se réinventent, elles s'adaptent. Quand la mer Rouge se ferme, le cap de Bonne-Espérance, Panama, c'est le cap Horn. La Russie avance quand la glace fond. À chaque fois, c'est toute la chaîne logistique qui doit suivre, les ports, les compagnies maritimes, les compagnies aériennes. Les flux se déplacent, mais du coup, les risques aussi. Parce que les risques, alors l'un des risques majeurs aujourd'hui reste celui de la piraterie. Piraterie qui est liée souvent au trafic de drogue aussi. Pas seulement, mais parce que ça peut être aussi pour saisir des cargaisons et les revendre. La cybersécurité qui est devenue absolument essentielle.
Quand je parle de piraterie, il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des trafiquants de drogue qui sont capables, depuis la mer des Caraïbes, de se mettre avec des toutes petites embarcations extrêmement rapides dans le sillage d'un supertanker. Ils ne sont même pas détectables au radar. Donc les marins du bateau, sur ces gigantesques bateaux qui font parfois 300-400 mètres de long, de toute façon, ils sont une quinzaine, une vingtaine de membres d'équipage. Il y en a très peu qui sont en alerte en même temps. Ils ne voient pas arriver ce bateau derrière eux. Là, il n'y a parfois pas de violence du tout. Ils arrivent à se mettre dans le sillage, ils grimpent sur le bateau, ils placent de la cocaïne, énormément de cocaïne dans des conteneurs et ils repartent. Et ils indiquent à l'arrivée, que ce soit au Havre, à Rotterdam, ou que ce soit en Europe, voilà, c'est dans les conteneurs numéro tant et tant. Et ça, alors maintenant que les grands armateurs le savent, ils commencent à équiper leurs bateaux, bonsoir, à équiper de plus en plus leurs navires, mais ça veut dire qu'on militarise aussi ce commerce. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les acteurs du transport, donc vous êtes aujourd'hui des acteurs de la stratégie géopolitique. C'est-à-dire que la stratégie géopolitique, elle ne peut pas se décider uniquement par des politiques et par des gens par des politiques et des militaires. C'est-à-dire que c'est une responsabilité partagée. Moi, je vous le disais, j'ai aucune connaissance de votre univers du transport et surtout pas dans le détail, mais j'ai beaucoup navigué sur des navires que ce soit sur des navires de guerre, parce que j'ai fait beaucoup de reportages dans des gros navires français ou étrangers, et que ce que j'observe comme correspondant de guerre, comme reporter de guerre depuis des années, c'est que la guerre se déplace. Il y a toujours des guerres avec des lignes de front, des obus, beaucoup de morts. Toutes les images que vous voyez toute la journée, quand on a envie de les voir, qu'on supporte de les voir. Mais la guerre se déplace dans plein de champs différents aujourd'hui, ce qui la rend beaucoup plus complexe et ce qui rend ses conséquences aussi beaucoup plus complexes. Je vous parlais du film que j'ai fait l'année dernière qui s'appelle « Des trains dans la guerre ». Donc c'était une idée que j'avais eue avec Emmanuel Carrère. Peut-être que certains d'entre vous ont lu son dernier bouquin où il parle beaucoup de l'Ukraine et de la Géorgie, qui sont ses racines personnelles. On y est allé en faisant un film en se disant, en fait, on veut surtout pas montrer d'images de guerre parce qu'on veut on veut écouter et faire raconter par les Ukrainiens l'importance, comment la guerre a un impact sur eux et l'importance de ces lignes vitales que sont le train. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Ukraine, pour les longues distances, il n'y a plus que le train. Les avions sont cloués au sol, les aéroports sont fermés. Il y a quelques avions de chasse qui circulent, mais il n'y a plus aucun avion civil. Donc les gens circulent en train en permanence. Et ces trains ont une importance essentielle dans la guerre, évidemment, puisque c'est par là que toute la logistique se transporte, mais tout simplement pour aller voir son conjoint ou sa conjointe qui est sur une ligne de front, pour des enfants aillent de Kiev à Kharkiv voir leur père qu'ils n'ont pas vu depuis un an, ou leur mère, parce qu'il y a beaucoup de femmes combattantes. Et ce qui nous paraissait important, c'était de raconter à quel point ces trains étaient des lignes de vie et que toute la chaîne du transport, ce sont des lignes de vie. Alors nous, on l'a montré dans les trains, mais parce qu'encore une fois, ça transporte des hommes et ça transporte tout ce qui est nécessaire à la survie. Les logisticiens le savent très bien, la guerre, c'est une question de flux. Dans tous les conflits modernes depuis 14-18, l'élément essentiel, on va dire, de la bataille, c'est l'acheminement. C'est vraiment acheminer. Et acheminer, c'est acheminer des armes, des outils de la guerre, on va dire, appeler ça comme ça, enfin tous les chars. Et puis c'est nourrir des soldats, les soigner et les faire sortir quand ils sont blessés ou quand ils sont morts. Évidemment, le carburant, tout ça. Mais en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que cette logique s'applique aussi à la paix. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, plaquer cette même cartographie mondiale à la paix. On achemine de la paix dans le monde entier, autant qu'on achemine des éléments de la guerre. Ce qu'on voit, c'est que tous ces flux sont devenus beaucoup plus fragiles et beaucoup plus vulnérables. Aujourd'hui, la logistique mondiale, qui était un espace, on va dire, presque neutre pendant très longtemps, est devenue aujourd'hui un espace géopolitique. Chaque port, chaque aéroport est un enjeu stratégique. Quand un canal se ferme, on l'a vu, il y a des économies qui s'essoufflent. Quand un pipeline explose, vous pouvez avoir les ruptures, par exemple, d'approvisionnement de gaz entre l'Ukraine, ou bien quand la Russie a coupé les robinets de gaz pour un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, les hivers ont été plus compliqués. On vit une époque où le transport est donc cette arme de paix et cette arme de guerre.
Et donc, ce que j'ai envie d'essayer de vous dire, c'est que vous êtes tous des acteurs en première ligne de cette géopolitique qui est en mouvement. Le mot qui revient le plus en ce moment chez les militaires, et j'étais il y a quelques jours à un endroit qui est très intéressant, qui est la Direction Générale de l'Armement, qui aujourd'hui ne fait plus que... Avant, c'était vraiment le lien entre l'industrie de défense et les commandes des armées. Aujourd'hui, c'est vraiment le lieu de la réflexion sur la suite, quoi. Et eux, leur maître mot, c'est l'anticipation. C'est toujours anticiper et essayer de se dire, OK, à quoi va ressembler la guerre de demain et comment, justement, faire en sorte que nos démocraties, parce qu'il y a ça dans tous les pays, on va dire, ce qui reste du bloc de l'Ouest, et bien que les démocraties continuent à pouvoir être approvisionnées, parce qu'une démocratie, elle fonctionne par l'approvisionnement. Une attaque cyber, et eux, ils travaillent énormément là-dessus, sur la guerre informationnelle, une attaque cyber sur un port ou sur un aéroport peut non seulement bloquer des milliers de poids lourds et donc énormément de biens, mais aussi bloquer des gens, provoquer des mouvements de panique. Une rumeur de piraterie, comme il y en a beaucoup, c'est ce que le MICA Center essaye de débunker à chaque fois. Par exemple, il y a une rumeur, il y a un commandant de navire qui voit des bateaux passer au large et il appelle et il dit attention, il y a des pirates. Une simple rumeur de piraterie aujourd'hui peut mettre à mal une route maritime. Et donc, il y a une nécessité d'essayer de savoir ce qui est démêler ce qui est vrai du faux. Tout ça pour dire, j'ai bientôt fini, que dans ce système, dans ces systèmes, alors je vais faire un peu de pub et plaider pour ma paroisse, l'information est la clé. Et l'information, évidemment, pas seulement sur les conflits, la météo, les tensions, les routes ouvertes ou fermées, les cyberattaques, les risques climatiques. Et de plus en plus, on se rend compte, j'allais dire nous, observateurs de ces conflits géopolitiques, que la clé, c'est d'essayer de savoir comment se goupille le monde avant qu'il se ferme. On peut penser à plusieurs routes pour demain. À quoi ça ressemblera en 2030, pardon, 2020 on y est un peu déjà, 2040, 2050. Route du Nord, donc on en parlait, celle de l'Arctique, elle est plus courte, plus directe, beaucoup plus risquée. C'est une route d'opportunité, mais c'est aussi une route de potentiel désastre écologique. Est-ce qu'on est prêt à assumer ce risque-là? Deuxième route, celle du Sud, c'est celle des ports africains. On a parlé de Djibouti, mais il y a Dar es Salaam, Mombasa, Lagos, il y en a plein. Et c'est là que se joue une grande partie de l'avenir du commerce mondial. La Chine y investit très massivement depuis des années, très discrètement et très massivement, enfin de moins en moins discrètement. Les Américains aussi, pendant que l'Europe a tardé à se réveiller. La route intérieure, ce qu'on appelle la route intérieure, celle des terres et des rails qui relie l'Europe à l'Asie, et les corridors du Caucase. Ces routes ont bougé avec l'Ukraine, qui peuvent passer par le Caucase, la mer Caspienne, certains bouts du Moyen-Orient. C'est une route qui reste la plus fragile en termes de conjoncture politique, géopolitique, et où chacune des crises, on le voit bien, peut tout renverser. Ces trois routes, elles ne sont pas concurrentes, elles forment un nouvel ensemble, une nouvelle géographie du monde, et chacune, à sa manière, raconte un bout de cette transition du monde global à une globalisation qui est de plus en plus fragmentée. Chaque pays cherche à sécuriser sa chaîne d'approvisionnement, chaque entreprise à raccourcir ses circuits, chaque région à se doter de ses hubs. C'est ça peut-être la régionalisation du commerce mondial. La question peut-être à se poser, c'est pas comment transporter plus vite, c'est comment transporter plus sûr. Et sûr, c'est pour les points qu'on vient d'évoquer, l'écologie avec la neutralité carbone qui devient un paramètre aussi stratégique que la vitesse, avec là aussi des désaccords profonds au sein même du monde occidental, entre ne serait-ce que l'Europe et les États-Unis. L'Europe veut imposer un prix carbone pour le fret maritime, les États-Unis n'en veulent pas du tout, et les Russes ne font, comme toujours dans ce genre de domaine, que ce qu'ils veulent, et eux, ils continuent à tracer leur route avec leur brise-glace. Alors oui, on vit une période très troublée, et parfois effrayante. C'est aussi une période passionnante parce que les routes ne nous disent pas où nous en sommes là, elles nous disent où nous allons. L'histoire du monde a toujours été une histoire de routes, les routes des soies, des esclaves, des épices, des flux, des conteneurs. Demain, les routes du carbone, de l'énergie, de l'eau. Il y avait en 1519, Magellan, vous savez, quand il promet à Charles Quint qu'il va ouvrir sa route vers l'ouest. Bon, il n'en est pas revenu, mais il l'a quand même ouverte.
En fait, on se dit que 500 ans plus tard, un peu plus de 500 ans plus tard, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, de nouvelles routes à ouvrir. Et que ces nouvelles routes du commerce mondial, elles sont en train de nous redessiner. Je donne un exemple très récent. La semaine dernière, les agriculteurs de l'Iowa, État qui a voté très très largement pour Donald Trump aux dernières élections, l'Iowa vit essentiellement du soja qui est exporté vers la Chine, essentiellement. C'est, je crois, 80% du soja de l'Iowa part vers la Chine. À cause des histoires de tarifs, de taxes mises par Donald Trump, la Chine annonce assez brutalement qu'elle n'achète plus de soja de l'Iowa. Tous ces gens qui ont voté pour Donald Trump, tout d'un coup se disent « mais moi, je n'avais pas voté pour ça ». Donc ça redessine. Alors ils vont essayer d'en vendre ailleurs, et ils trouveront peut-être. Mais en attendant, ce qu'a fait la Chine, qui a besoin d'énormément de soja, c'est qu'elle l'a acheté au Brésil. Et donc, le Brésil, tout d'un coup, qui en produit beaucoup et qui en vendait déjà beaucoup, mais en vend beaucoup, beaucoup plus. Et c'est des cartes moi, je suis un passionné de cartes. En fait, les cartes se redessinent toujours sous nos yeux. Mais c'est un peu à nous d'en avoir conscience et de ne pas attendre, de ne pas se prendre le mur avant qu'il soit trop tard. Juste terminer par une petite anecdote. Quand j'ai fait mes premiers reportages au Moyen-Orient, j'allais dans un très bel hôtel de Jérusalem qui s'appelle toujours l'American Colony. Il y avait une petite librairie qui vendait une affiche magnifique que j'ai toujours de déménagement en déménagement que j'avais fait encadrer. C'était une affiche de publicité pour une ligne de commerce, enfin une ligne de commerce, de fret et de passagers qui s'appelait la Nairn Company. Je crois que ça date des années 20. Et donc c'est très joli, on voit des camions, mais vraiment des camions à l'ancienne, très bien, enfin très beaux, avec des palmiers, des routes dans le désert. Et c'était une pub qui promettait, enfin qui faisait de Haïfa à Bombay, en passant par Damas, Bagdad et Kaboul. Moi j'ai été dans beaucoup de ces endroits, mais je me dis c'est dingue que dans les années 20, donc il y a 100 ans, il était parfaitement simple et qu'on faisait de la publicité pour traverser la moitié du monde, enfin, peut-être pas la moitié du monde en kilomètres, hein, mais toute cette partie du monde qui depuis a vacillé à multiples reprises et continue de vaciller. On peut même plus faire la première tranche du trajet, le Haïfa-Damas en voiture, bon courage. C'est tout simplement impossible. Mais je continue à garder cette affiche et à la regarder avec beaucoup à la fois de nostalgie, mais aussi d'espoir, en me disant, bah voilà, tout ça se redessine et se complexifie, parce que le monde, alors on dit toujours que le monde est beaucoup plus dangereux. En termes de nombre de morts dans les guerres, c'est pas vrai. On voit beaucoup plus de guerres, mais en termes de nombre de morts par conflit, le conflit de la Première Guerre mondiale faisait beaucoup plus de morts que les conflits d'aujourd'hui. Sauf qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, les chaînes d'infos en continu qui font qu'on les voit toute la journée. Mais c'est sans doute aussi grâce à des acteurs comme vous que se redessinent des routes de paix. Voilà. J'essaye de dresser un panorama. Et je suis évidemment ouvert à toutes vos questions et je serais ravi d'essayer d'y répondre. Qui ose se lancer ? Alors, je ne sais pas comment arbitrent les grands transporteurs, parce que ce que j'en sais et que j'en connais, c'est que justement l'une des difficultés, c'est la vitesse de décision. Mais c'est aussi parce qu'on est confronté à un monde où aujourd'hui, on commande quoi que ce soit sur son téléphone et on a la certitude à peu près garantie de l'avoir dans les 3 jours chez soi, où que soit fabriqué cet objet dans le monde. Et donc, introduire auprès du grand public et des consommateurs le fait qu'il vaut peut-être mieux
prendre quelques jours de plus pour éviter de perdre une cargaison, je ne suis pas sûr qu'on en soit encore là. Et donc, c'est la fameuse histoire de la vitesse et de la précipitation, quoi. Alors, c'est à ça que servent aussi, qu'il y a beaucoup d'organismes, comme celui dont je parlais, le MICA Center, là, par exemple, mais il y en a plein d'autres dans le monde, hein. Les Américains en ont un, les Équatoriens en ont un qui est très puissant sur le Pacifique, il y en a un en Angleterre, au Royaume-Uni, pardon, qui sont en fait des centres d'expertise militaire au départ, mais très ouverts au grand public. Et donc qui donnent énormément par exemple, ce que je vous disais, l'histoire de la guerre informationnelle est très importante ces temps-ci, mais les rumeurs de piraterie sont presque plus dangereuses que la piraterie elle-même. Parce que des rumeurs de piraterie sur une zone du monde, alors il y a de la piraterie bien entendu, et dans le golfe de Guinée, elle avait quasi presque disparu, elle est en train de repartir là, ces derniers mois, mais les rumeurs de piraterie peuvent conduire des opérateurs à prendre des décisions beaucoup trop vite, parce qu'il manque d'informations. Mais c'est à une échelle complètement différente, parce que nous, j'allais dire, on ne met que nous en jeu et en danger, mais de comment est-ce qu'on s'informe et d'auprès de qui on s'informe. Et je pense que c'est l'un des enjeux des années qui viennent, c'est de sortir de ce qu'on appelle ce brouillard de la guerre. C'est-à-dire que la guerre crée un brouillard. La guerre, alors de manière volontaire, au début de l'histoire c'est Clausewitz qui avait beaucoup théorisé ça, sur le fait que il faut pouvoir créer un brouillard extrêmement puissant dans une zone de conflit, parce que c'est ça qui va dérouter plus l'ennemi que les armes. Donc au départ, le brouillard de la guerre, c'est simplement le brouillard des obus. Tirer beaucoup d'obus pour faire très peur, mais aussi parce que littéralement, ça crée un brouillard dans lequel tout le monde perd ses repères. Or, nous, on vit en ce moment dans une ère de brouillard complet. C'est-à-dire, on le voit, on perd des repères très facilement. D'autant que les grands acteurs font tout pour qu'on perde ses repères. À leur manière, des hommes comme Trump et Poutine font tout pour qu'on perde les repères dans lesquels on a été élevé, enfin les repères historiques et géopolitiques qui sont ceux dans lesquels on est un peu né. Enfin, c'est l'accord que fait signer Trump sur Gaza, entre Gaza et Israël lundi matin, est d'un point de vue purement géopolitique une absurdité totale. Mais ça marche. Et donc ça interroge beaucoup. La manière dont Trump teste aujourd'hui toutes les frontières et teste les capacités que vont avoir l'OTAN à répondre, c'est là aussi une forme de brouillard permanent, c'est-à-dire d'agiter, ne revendiquant jamais rien, des drones. Là, c'est en ce moment, depuis quelques semaines, la rumeur qu'il laisse courir de l'invasion de l'Estonie. Bon, du coup, tout le monde, les Estoniens en premier, mais aussi toutes les Estoniens étant membres de l'OTAN et de l'Union européenne, qu'est-ce qui se passe si l'Estonie est attaquée comme l'Ukraine? Et ce brouillard-là, c'est pour moi ce qu'il y a de plus dangereux. Parce que ce brouillard auquel on est confronté dans les zones de conflit, alors, dans les zones de conflit, on a des réflexes, mais encore une fois, on est tout seul. Et donc, moi, j'ai toujours, quand je parle à des jeunes journalistes qui commencent dans ce genre de métier, que ce soit quand je donne des cours ou quand je les rencontre sur le terrain, c'est d'accepter la peur. La peur, elle n'est pas forcément paralysante. Il y a plein de médecins, de grands neurologues qui ont travaillé sur ces questions-là. Le pire, c'est la peur qui paralyse. Ça serait de ne pas prendre de décision. C'est de se dire, zut, il y a des missiles outils, je laisse mon bateau au milieu, j'attends qu'on me donne une décision. En fait, beaucoup de ces marins ont des réactions extrêmement rapides à l'échelle de supertankers. Hein. Ça met du temps à manœuvrer. Mais le pire, c'est la peur paralysante. C'est celle qui fait que quand vous traversez une rue où il y a des snipers dans Bagdad, c'est de vous retrouver au milieu et d'être terrifié en vous disant merde, je continue à courir ou je repars en arrière, et c'est là où vous prenez un risque énorme. Et cette peur paralysante, elle est extrêmement dangereuse à l'échelle du commerce mondial. Monsieur, vous avez une question? Non, pardon. Aujourd'hui, l'information, elle est maîtrisée par les politiques et les militaires. Vous nous dites tout à l'heure, il faut ouvrir contre le truc, c'est pas la politique, c'est pas les militaires, ils ne doivent pas tout contrôler. Sauf que l'information, elle est maîtrisée par eux. Sauf que la connaissance des conflits, elle est prévue, des zones de conflit
bien des années. L'Iran, tout le monde a été surpris, pour faire l'exemple de l'Iran, de son attaque il y a 1 ou 2 ans, parce qu'ils ont envoyé des missiles. L'armée, ça fait une dizaine d'années, ou plus même, 15 ans ou plus, qu'ils savent que l'Iran est un potentiel conflit. Pour autant, les décideurs qui ont fait en entreprise, les chargeurs, les transporteurs, ils ne sont pas informés de tous ces conflits. Donc, comment on peut arriver à ce niveau, avoir une information préalable, quand même. Je reprends le cas de l'Iran, qui est plutôt fiable. Moi, j'ai entendu il y a 15 ans l'histoire de l'Iran, bien avant les attaques avec Israël, le conflit avec Israël. Il y a quand même une bonne part de fiabilité. Vous côtoyez des militaires, si j'ai bien compris. Oui, forcément, j'en côtoie, parce que quand on côtoie des zones de conflit, on en côtoie beaucoup. Donc voilà, comment on arrive, nous, à notre niveau, à être informés, alors qu'il y a sûrement la possibilité, et le flou, il peut être aussi créé à un moment donné, à nos niveaux, alors enfin, par nos politiques, qui ne sont pas à l'origine de ces conflits. C'est une super question, et il y a plein de niveaux de réponse. Parce qu'en fait, alors, encore une fois, je vais faire de la pub pour ma chapelle, mais en France, on venait dans un pays relativement bien informé. Je veux dire, on a accès à de l'information, à tous les niveaux. Il y a des chaînes d'infos en continu, on en pense qu'on veut, il y a du documentaire, il y a du reportage, là je parle de la télévision, mais on a des radios qui fonctionnent extrêmement bien, on a une presse écrite qui est en difficulté, mais il y a quand même encore quelques très grands quotidiens et quelques très grands hebdomadaires qui permettent de s'informer. Il y a, je pense, vous parliez des aspects cognitifs, je pense qu'il y a depuis pas mal de temps dans notre monde occidental une peur de s'informer. C'est-à-dire qu'on a tous dans notre entourage, et moi j'en côtoie beaucoup dans mon entourage, forcément, de gens qui disent non, attends, arrête de me parler de l'Ukraine, de la Biélorussie, de tout ça, parce que ça me fout la trouille. On a, je pense, une forme d'aveuglement collectif. Enfin d'aveuglement, de surdité plus exactement, collective. Il y a autre chose qui est que quand vous êtes journaliste, on nous reproche très souvent en gros d'être anxiogène. Et souvent, vous pouvez être... Moi, j'ai dirigé des chaînes d'infos, mais je côtoie aujourd'hui des patrons de chaînes d'infos qui disent voilà, attention, on ne va pas encore faire un plateau complètement anxiogène pour dire... Je vous prenais l'exemple de l'Estonie tout à l'heure. C'est pour actualiser votre exemple iranien. Ça fait 1 an que tout le monde sait, mais c'est public dans les journaux et les Estoniens le disent en permanence, tout le monde sait que la cible prioritaire de la Russie après l'Ukraine ou pendant l'Ukraine, c'est l'Estonie. Parce que, en gros, c'est la première communauté russophone des 3 pays baltes. C'est là où il y a le plus de russophones. Donc avec le même argumentaire que l'Ukraine, on va défendre une population russophone qui est brimée dans un pays balte. Le truc peut se tenir, hein, d'un point de vue russe, il peut se tenir. Ça fait à peu près 1 an et demi que tout le monde sait qu'il y a des chars le long de la frontière. Quand il y a eu l'invasion à grande échelle, comme disent les Ukrainiens, donc, parce que pour eux, la guerre, elle commence en 2014 dans le Donbass, et puis elle change de dimension avec l'invasion. Mais ça faisait 6 mois que le patron de la CIA, c'était rare, un diplomate, un homme très brillant, qui s'appelle William Burns, qui avait été ambassadeur à Pékin, ambassadeur en Russie, ambassadeur à Jérusalem, à Tel Aviv, qui parle parfaitement russe, qui est l'un des Américains qui connaît le mieux Poutine personnellement. Il est nommé par Biden à la tête de la CIA, et lui, il opte pour une stratégie. Je vous dis ça parce que j'ai publié un bouquin dans une maison d'édition. On publie tous les ans la partie déclassifiée des rapports annuels de la CIA, qui sont très intéressants à lire, parce que c'est une sorte d'état du monde, quoi. Et William Burns va voir le New York Times, le Washington Post, où il connaît énormément de gens, et leur dit, les gars, la Russie va attaquer l'Ukraine. Donc, on le prend ou pas au sérieux. Il y a des journalistes américains, notamment le Wall Street Journal, qui prend tout ça très au sérieux et qui commencent à documenter. Ils déclassifient, ils donnent des photos satellites, ils montrent, vous voyez, ils ont positionné des chars là. En Europe, énormément de décideurs politiques, et en France en particulier, disent non mais pas du tout, ça c'est le délire des Américains, ils veulent se faire peur, c'est juste les Russes qui font des manœuvres, on connaît par cœur, ils font toujours des énormes exercices de manœuvres, mais c'est pour terroriser un peu tout le monde. Le matin de l'invasion, en février, le matin de l'invasion, je m'y perds dans les années, c'est 2022, c'est ça, hein, 2022, l'invasion de l'Ukraine, oui.
Le matin même de l'invasion, le patron des services de renseignement allemands, le BND, était à Kiev pour expliquer à Zelensky qu'il fallait qu'il arrête d'alerter le monde et que jamais les Russes ne rentreraient. C'est le dernier hélicoptère qui a décollé de Kiev. Ils ont exfiltré, c'est les Ukrainiens qui l'ont exfiltré, ils l'ont exfiltré en Allemagne. En France, ça a eu des conséquences. Le patron de la direction du renseignement militaire, qui lui faisait partie de cette ligne en disant il n'y aura pas d'invasion russe, machin, bon, a sauté 2 mois plus tard. Il y a eu un aveuglement collectif. Mais l'information, en fait, on y a accès. Alors peut-être que, et vous avez sans doute raison, peut-être que c'est nous qui ne faisons pas bien notre boulot. Et moi, je suis prêt à recevoir et entendre toutes vos questions, critiques, remarques sur. Non, non, mais non, non, mais vous pouvez. Oui, mais les journalistes, on n'est que des passeurs. On n'est que des passeurs. Et donc, à un moment, quand vous êtes en plateau, ce qui m'est arrivé, face à des décideurs politiques, à quelques jours de l'invasion de l'Ukraine, et que vous dites, que le présentateur vous dit, bon, alors Lucas, est-ce que vous pensez, machin, oui, il y a quand même des éléments qui laissent penser que la Russie risque d'envahir l'Ukraine. Et que vous avez face à vous un ministre des Affaires étrangères, de la Défense, peu importe, qui dit, il raconte absolument n'importe quoi, ça n'arrivera jamais. Face à lui, vous êtes personne. Les gens, ils vont croire plutôt cette parole-là. Et ce qui est normal, je veux dire, on croit des autorités, mais cet aveuglement collectif, j'ose espérer que la guerre en Ukraine nous fait un petit peu sortir de ce brouillard de la guerre dont on parlait. C'est-à-dire que j'espère qu'aujourd'hui, et c'est beaucoup une question de... Enfin, pardon, ma réponse est extrêmement longue, mais parce que c'est un sujet que je trouve passionnant, c'est aussi dans l'éducation aux médias. Vous dites que vous, dirigeants, vous n'êtes pas assez informés, mais comment est-ce qu'on va former les générations d'après qui vont être patrons de boîtes à bien s'informer ? Et c'est ça l'enjeu, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, y compris des gens dans des grandes écoles d'ingénieurs, s'informent sur TikTok et s'amusent à regarder, ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord, mais qu'ils regardent des débats sur CNews en se disant c'est plus marrant que regarder des emmerdeurs sur France Info, sur LCI, sur je sais pas quoi. Voilà, peu importe, je fais de pub pour personne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une polarisation de l'opinion qui fait qu'aujourd'hui, le fait est noyé dans un océan d'opinion. Donc du coup, nous, moi, le dis franchement, moi j'ai du mal à faire sortir des infos. On a du mal à faire sortir des infos. Quand on les a, cette histoire de l'Estonie, par exemple, je la martèle dès que je peux, mais parce que les Estoniens, eux, alors, vous allez me dire, évidemment, c'est difficile pour un pays comme l'Estonie, qui est un microscopique pays balte raccroché à l'Union européenne. C'est parmi les derniers pays à avoir été raccrochés, les Baltes, et à l'OTAN et à l'Union européenne. Ils ont du mal à faire entendre leur voix, mais j'ose espérer que ce qui s'est passé avec l'Ukraine fait en sorte que quand même, on va un peu plus entendre. Et ça vaut pour les histoires de transport aussi, parce que quand on sait que, voilà, il y a notamment des grands médias internationaux, TV5 Monde, CNN, qui alertent sur la reprise de la piraterie dans le golfe de Guinée, il y en a un des reportages là-dessus. C'est juste que, honnêtement, ils ne sont pas très regardés. Il n'y a pas beaucoup d'audience pour ça. Donc nous, on a un boulot à faire, énorme, mais je pense que il ne faut pas aussi oublier qu'on on a la chance d'être encore dans des pays où il y a de l'information et où elle est accessible, mais elle est peut-être qu'on ne sait pas bien où la mettre, et ça fait partie des réflexions de notre métier. Mais les décideurs, je pense que ce que vous dites je termine là-dessus, sur les militaires et les politiques, pour le coup, la responsabilité des militaires, elle est moindre. Parce que les militaires, leur rôle n'est pas d'aller s'exprimer dans les médias, c'est d'alerter les politiques. Alors, ils le font beaucoup. Hein. Ils vont voir, il y a tout un tas d'organismes, de liens, ce qu'ils appellent le politico-militaire, le SGDSN, de liens de gens de militaires qui sont là pour conseiller les politiques et pour leur dire, attention, mais après... En France, le militaire est, jusqu'à présent en tout cas, il n'y a pas eu de putsch depuis le putsch d'Alger, la tentative de putsch d'Alger est soumise au pouvoir politique. Donc si les politiques leur disent non, ça on ne rend pas cette information publique parce qu'on a déjà suffisamment d'emmerdes et on aimerait bien avoir un gouvernement qui tienne plus de 3 jours, donc est-ce qu'on peut ne pas parler de ce truc-là, par exemple? Je n'ai pas d'exemple concret en tête, c'est pas...
moi, j'y suis allé avant que les Houthis, avant que les Houthis prennent le pouvoir. Alors, là aussi, il y a plusieurs éléments de réponse. D'une part, en termes purement militaires, c'est pas si simple. Parce que les Houthis, c'est une guérilla mais très puissante. dont d'ailleurs tout le monde pensait qu'ils avaient 3-4 pétoires et qu'ils ne feraient pas grand mal. Sauf que c'est un proxy de l'Iran et que l'Iran leur a fourni progressivement de plus en plus de batteries de missiles qui savent extrêmement bien s'en servir et que ce type de missile n'est pas évident à intercepter. Alors, après, il y a le carpet bombing qu'ont fait les Américains à un moment et les Israéliens, quand ils en ont eu marre que trop de bateaux soient bloqués, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils se sont mis à bombarder très massivement des installations portuaires et certaines bases des Houthis. Mais les Houthis, ils sont très mobiles. C'est des types qui se trimballent avec des Toyota dans le désert et avec des missiles qui ont 300-400 km de portée. Ils ont beaucoup de mal à... en fait, en gros, c'est extrêmement cher. C'est-à-dire qu'il faut vous dire que ça fait partie de la réflexion et de la difficulté dans ce type d'opération qui mène. Un missile Houthi, donc de fabrication iranienne généralement, coûte entre 5 et 10 000 $. Le missile intercepteur de ce missile coûte 5 à 6 millions de $. Et donc il y a un moment de rapport de qu'est-ce qu'on engage. Il y a une fois, elle avait été beaucoup montrée cette vidéo, un des tireurs d'élite de l'aéronavale, donc de la marine française, qui avait réussi à la 12-7, donc c'est de la grosse mitrailleuse, à intercepter un missile en vol depuis un hélicoptère, mais ils l'ont fait une fois. Hein, et c'était un miracle. Les types étaient très très forts. Mais donc vous avez un décalage déjà d'engagement commercial. Est-ce qu'on envoie un truc à 5 millions de $ contre une arme à 5 000 $? L'autre raison, à mon sens, c'est la peur de l'Iran. Au moment, en décembre 2023, là, l'Iran a été très affaibli. Mais à ce moment-là, l'une des questions qui est dans les têtes, c'est de se dire, si on en plafonne trop fort les Houthis pour permettre le commerce, la reprise du commerce, est-ce que l'Iran va se réveiller et qu'est-ce que peut déclencher l'Iran? Et donc, c'est à chaque fois des jeux de dominos. Et par ailleurs, de la connaissance que j'en ai, beaucoup d'armateurs disent, bon, ça nous coûte un peu plus cher, mais c'est pas si grave. On va repasser par le cap de Bonne-Espérance, en attendant que ça se calme. Ils reroutent très rapidement. Oui, mais que finalement, ça a arrangé tout le monde. Ouais. Oui. Ça coûte une fortune. Mais les raisons essentielles pour moi sont ça, c'est que ça paraît parfois... je ne compare pas, et toutes les guerrières ne sont pas comparables, mais regardez le Hamas dans la bande de Gaza. La disproportion entre la force que met Israël contre un mouvement terroriste qui est armé, mais qui avait épuisé son stock de roquettes dans les premières semaines, ça a duré encore il y a 3 jours. Donc la disproportion, elle n'est pas simple, parce qu'il y a aussi l'une des raisons pour lesquelles... j'imagine que les décideurs européens, parce qu'il y a eu immédiatement j'ai oublié le nom de la mission maritime, je crois que c'est Atalante, ou Atalante c'était une autre, Atalante c'était sur de la piraterie. Assez rapidement, les marines européennes se mettent en cheville et disent, bon ok, on envoie chacun des frégates avec des hélicoptères, et de quoi permettre une navigation, sécuriser des routes commerciales. Mais ces bateaux-là qui sont armés et qui pourraient se dézinguer l'intégralité d'une ville au Yémen, ils ne le font pas parce qu'on sait que les Houthis sont avec leurs 3 pick-up au milieu d'une ville habitée. Et que, alors, je veux dire, il y a eu à peu près 300 000 morts dans la guerre au Yémen, la guerre au Yémen, ce qui est encore plus triste, c'est que c'est une guerre d'État interposé. C'est-à-dire c'était une guerre entre l'Arabie Saoudite et le Yémen sur le territoire, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, sur le territoire yéménite. Et donc il y a eu 300 000 morts. Bon, ça n'a pas empêché grand monde de dormir
pendant ces dernières années, à part les Yéménites. Mais il n'y a pas eu de surréaction occidentale. Maintenant, voilà, c'est ces questions de disproportion. Je vous ai complètement déprimé. Pas d'autres questions? Bon, je crois qu'il est temps de boire un coup alors. Merci à vous.